Le vent de novembre portait l'odeur de la fumée de bois et des feuilles mortes à travers Maple Ridge. Dans l'Ohio, Jerry Crowell sentait le froid mordre à travers sa veste alors qu'il remontait l'allée de la maison de son enfance. Un plat à gratin couvert en équilibre dans une main, tandis que l'autre tenait fermement les petits doigts de sa fille. L'aînée avançait lentement à ses côtés, ses pas prudents et mesurés. À 5 ans, elle avait appris à compenser les problèmes d'équilibre qui la tourmentaient quotidiennement. Le trouble de l'oreille interne lui avait volé son équilibre, transformant de simples terrains de jeu en parcours d'obstacles, faisant que ses camarades de classe la regardaient de fixement quand elle trébuchait pendant le cercle du matin. « On y est, presque, ma chérie », dit Jerry, en gardant une voix légère malgré l'épuisement qui pesait sur ses épaules. « Est-ce que mamie aura les bons petits pains ?» demanda l'aînée, en inclinant la tête vers lui. Le mouvement la fit vaciller légèrement, et Jerry la stabilisa sans y penser. « Je suis sûr que oui. » La vérité, c'est que Jerry se fichait des petits pains. De la dinde ou de tout le reste, il avait enchaîné les doubles shifts à l'entrepôt pendant 6 mois d'affilée, le dos douloureux, les mains calleuses, en comptant chaque dollar qui allait dans le fond pour l'opération. Mardi prochain, dans 7 jours, le spécialiste corrigerait enfin les dommages dans l'oreille interne de l'aînée, lui rendant l'enfance qu'elle méritait. Il avait vérifié le compte ce matin-là. Chaque centime était là, exactement où il devait être. Jerry poussa la porte d'entrée, et une chaleur l'accueillit avec le chaos familier de Thanksgiving. La voix de sa mère porta depuis la cuisine, aiguë et joyeuse. Le rire de son père retentit de quelque part plus loin dans la maison. La télévision diffusait un match de football que personne ne regardait. Jerry, sa mère, Connie, apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine. En s'essuyant les mains sur un torchon, elle avait 58 ans, avec des cheveux teints en brun avec soin et le genre de sourire qui semblait toujours s'arrêter juste avant ses yeux. « Tu es arrivée, et voilà ma petite fille. » L'aîné agita timidement la main en se pressant contre la jambe de Jerry. « Vas-y, pose ça sur le comptoir, » dit Connie, en se tournant déjà vers la cuisine. « Le dîner est presque prêt. Ton frère est dans le salon ?» Bien sûr qu'il y était. Tyson était toujours là où l'attention se concentrait le plus. Jerry guida l'aîné vers le canapé, où son jeune frère s'étalait comme un roi inspectant son domaine. Tyson avait 32 ans, mais paraissait à la fois plus jeune et plus vieux. Un charme juvénile mêlé à l'usure de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. Il tenait court avec quelques cousins, en gesticulant avec enthousiasme. « Donc la salle seule a coûté 15 000 $, disait Tyson, sa voix pleine de vantardise. « Mais quand on organise un événement de cette envergure, on ne peut pas lésiner. Mes sponsors attendent de la qualité. » Jerry sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Il guida l'aîné vers une chaise dans le coin, loin du chaos. « Uncle Tyson, » dit un des cousins, « c'est dingue. Comment tu as pu te permettre ça ?» Le sourire de Tyson s'élargit. « La famille a aidé. Parfois, il faut demander de l'aide quand l'opportunité frappe. » Le téléphone de Jerry vibra dans sa poche. Il le sortit, s'attendant à un message du travail. Au lieu de cela, il vit une notification du service de facturation de l'hôpital. Ses doigts étaient froids quand il l'ouvrit. « Votre rendez-vous prévu pour le 28 novembre a été annulé à la demande du tuteur de la patiente. Veuillez contacter notre bureau pour reprogrammer. » Jerry le lut 2 fois, puis une 3e. « Tuteur. » Il était le seul tuteur de Lainey. Sa mère avait disparu avant son 2e anniversaire, n'avait laissé qu'une note dans un placard vide. Jerry avait élevé Lainey seul, travaillant comme un fou pour lui donner tout ce dont elle avait besoin. Il se dirigea vers le couloir, loin du bruit, et appela l'hôpital. « Oui, Monsieur Crowell ?» dit la réceptionniste, sa voix apologétique. « Nous avons reçu un appel ce matin d'un membre de la famille indiquant que vous aviez changé d'avis sur l'intervention. Je ne vous ai pas appelé ?» La plante s'est identifiée comme la grand-mère de la patiente et a dit qu'elle avait votre autorisation. Jerry vit son champ de vision se rétrécir. « Avez-vous enregistré l'appel ? Nous avons un message vocal. »« Oui. »« Monsieur, voulez-vous que nous vous l'envoyions par email ? Faites-le maintenant. » Il raccrocha et resta là dans le couloir, à fixer les photos de famille sur le mur, lui et Tyson enfant, ses parents paraissant jeunes et fiers, des images d'une famille qui n'avait peut-être jamais existé comme il avait voulu le croire. Son téléphone tinta, il ouvrit le fichier vocal et appuya sur lecture. La voix de sa mère remplit son oreille, fluide et confiante. « Oui, bonjour, c'est Connie Crowell qui appelle au sujet de l'opération de ma petite fille, l'aînée prévue pour mardi prochain. Nous devons annuler l'intervention. Le père de l'enfant a approuvé cette annulation. Il a changé d'avis sur le timing. Nous pourrons reprogrammer plus tard. Merci,
Jerry l'écouta à nouveau, puis encore une fois, chaque fois, le couteau s'enfonçait plus profondément. Jerry, son père, Ray, se tenait au bout du couloir, 61 ans, encore bâti comme le linebacker qu'il avait été au lycée. Avec des cheveux argentés et une voix habituée à être obéie, la nourriture refroidie. Jerry glissa son téléphone dans sa poche et suivit son père jusqu'à la salle à manger. La table avait été dressée avec la belle vaisselle de Connie, celle qui ne sortait que pour les fêtes. Dinde, farce, gratin de haricots verts, sauce au canneberge, tout disposé comme dans un magazine. Ses parents s'assirent au bout de la table. Tyson s'affala à droite, tendant déjà la main vers les petits pains. Jerry s'assit avec Laney à ses côtés, ses pieds se balançant bien au-dessus du sol. Ils se passèrent les plats, firent la conversation. Son père se plaignit des impôts fonciers. Sa mère s'agita pour savoir si la dinde n'était pas trop sèche. Tyson décrivit son événement à venir dans un détail excruciating. Une sorte de célébration de networking pour ses contacts professionnels. Jerry coupa la dinde de Laney en petits morceaux et observa sa famille faire semblant que tout était normal. Alors, Jerry dirait, en se servant de plus de purée, « Comment ça se passe à l'entrepôt ? Bien ? Tu fais encore ces shifts supplémentaires ? Quand j'en ai besoin ?» Connie posa sa fourchette avec un cliquetis délicat. « Tu travailles trop dur ? Chérie, tu devrais prendre du temps pour toi. » Jerry croisa son regard de l'autre côté de la table. Elle soutint son regard pendant exactement 2 secondes avant de détourner les yeux. Il attendit que tout le monde passe au dessert. Tarte aux pommes, tarte à la citrouille, crème fouettée en abondance. Tyson racontait une autre histoire, quelque chose sur le networking avec des investisseurs potentiels. Les cousins riaient sur commande. Jerry posa sa fourchette. « Est-ce que l'un d'entre vous a appelé l'hôpital ?» Sa voix coupa le bavardage comme une lame. La table devint silencieuse. Ray leva les yeux de sa tarte. « Quoi ? L'opération de Laney ? Est-ce que l'un d'entre vous a appelé l'hôpital à ce sujet ?» Le visage de Connie fit quelque chose de compliqué. Un éclair de surprise, puis de calcul, puis de résignation. Elle jeta un regard à Ray. Une sorte de communication silencieuse passa entre eux, que Jerry avait vu 1000 fois en grandissant, le genre de regard qui signifiait qu'ils en avaient déjà discuté, qu'ils avaient déjà décidé comment gérer ça. Ray s'éclaircit la gorge. « On comptait t'en parler ? Me parler d'annuler l'opération de ma fille. »« Attends une minute. » Ray dit, sa voix prenant ce ton autoritaire familier. « Personne n'a rien annulé définitivement. On l'a juste repoussé. »« Quoi ?» Connie soupira, en posant sa serviette avec un soin exagéré. « Jerry, on sait que tu économises et on sait à quel point c'est important. » Mais Tyson avait une opportunité qui ne pouvait pas attendre. Une vraie chance de développer son business. Parfois, la famille doit aider la famille. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. « Vous avez utilisé l'argent de son opération ?» dit Jerry. « Ce n'était pas une question, ce n'est pas comme si elle était en train de mourir, » dit Ray. Sa patience s'amenuisant clairement, le médecin a dit que la condition n'est pas mortelle. Ça peut attendre quelques mois de plus, mais l'événement de Tyson, ça, c'était urgent. Il ne pouvait pas décevoir ses sponsors. Jerry se tourna lentement vers son frère. Tyson avait arrêté de manger. Il arborait une expression que Jerry avait vue d'innombrables fois, ce mélange de défi et d'arrogance, comme si le monde lui devait quelque chose rien que pour exister. « Tu as pris de l'argent du fonds médical d'une enfant de 5 ans ?» dit Jerry calmement. « Papa et maman m'ont aidé, » répondit Tyson, en relevant le menton. « C'est un investissement dans mon avenir. Quand mon business décollera, je rembourserai tout le monde. Tu as volé à ta nièce. Ce n'est pas juste, » intervint Connie. « Nous avons emprunté au fonds familial. Ton père et moi avons aussi contribué à ce compte. Souviens-toi, nous avons mis 2000 $ l'année dernière pour l'anniversaire de l'année. » Jerry sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine, une clarté qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il sortit son téléphone, le posa sur la table et appuya sur le fichier vocal. La voix de sa mère remplit la salle à manger. « Oui, bonjour, c'est Connie Crowell qui appelle au sujet de l'opération de ma petite fille l'année prévue pour mardi prochain. Nous devons annuler l'intervention. Le père de l'enfant a approuvé cette annulation. Il a changé d'avis sur le timing. Nous pourrons reprogrammer plus tard. » « Merci. » Le silence qui suivit fut absolu. Le visage de Connie avait pâli. La mâchoire de Ray se serra. Un muscle sautant sous la peau. Le sourire suffisant de Tyson avait disparu. Jerry laissa le silence s'étirer. « Tu as menti ?» Il dit enfin, sa voix stable. « Tu as appelé l'hôpital. Tu t'es fait passer pour moi. Et tu as annulé l'opération de ma fille. »
Puis tu as pris l'argent que j'économisais et tu le lui as donné. Il pointa Tyson sans détourner le regard de ses parents. Jerry, commença Connie. Combien? Ce n'est pas... combien lui avez-vous donné? Les mains de Ray se crispèrent en poing sur la table. Surveille tonton. $20,000, dit Jerry. C'est ce qu'il y avait sur ce compte. L'argent que j'ai gagné, l'argent que j'ai économisé, pour l'intervention médicale de ma fille, et vous l'avez volé. Nous n'avons rien volé, dit Ray, sa voix montant. Comme ta mère l'a dit, nous avons contribué à ce fonds, nous avons le droit. Vous avez contribué $2,000 une fois, et j'ai mis $10,000 en 6 mois d'heures supplémentaires, de shift de nuit, de travail le week-end. Jerry se leva, en soulevant l'aînée de sa chaise. Elle s'accrocha à lui, confuse et effrayée par la tension. Vous n'avez aucun droit sur son argent, vous n'avez aucun droit sur ses décisions médicales, et vous n'avez certainement pas le droit de mentir et de dire que j'ai approuvé quoi que ce soit. Assieds-toi, ordonna Ray. Nous n'avons pas fini de parler. Si on a fini, Jerry se dirigea vers la porte, Lainey dans les bras. Tu exagères? Connie l'appela, sa voix se brisant. Jerry, s'il te plaît, on peut arranger ça. Tyson te remboursera. Donne-nous juste un peu de temps. Jerry s'arrêta au seuil et se retourna. Son père était assis, rigide de colère. Sa mère avait les larmes aux yeux. Le genre performatif qu'elle avait toujours pu invoquer sur demande. Tyson fixait son assiette, soudain très intéressé par le reste de sa tarte. « Vous vous êtes ruiné vous-même » dit Jerry calmement. « Souvenez-vous-en, il porta l'aîné dehors dans la nuit froide de novembre et ne se retourna pas. Le trajet de retour prit 15 minutes. Jerry garda sa respiration régulière, ses mains détendues sur le volant. Lainey était assise dans son siège réhausseur, le regardant avec ses grands yeux inquiets. « Papa !»« Oui ?» Mapuche, tu es fâché contre mamie et papy. Jerry s'engagea sur la route principale. Les lumières des rues projetant des ombres mouvantes à travers la voiture. Je suis déçu d'eux. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? La question le frappa comme un poing. Il s'engagea dans leur allée, une petite maison ranch avec une peinture qui s'écaillait et un jardin qui avait besoin d'entretien. Chez eux, l'endroit qu'il avait créé pour eux après le départ de sa mère, pas grand-chose, mais à eux. Il détacha l'aîné et la porta à l'intérieur, directement dans sa chambre, avec ses murs roses et ses dinosaures jouets éparpillés sur le sol. Il la posa sur le lit et s'agenouilla à côté d'elle pour être à sa hauteur. « Écoute-moi, dit-il, en prenant ses petites mains dans les siennes. Tu n'as rien fait de mal, tu comprends? Rien du tout. C'est à propos des choix que les adultes ont fait, de mauvais choix. Mais l'opération, on va quand même faire l'opération, je te le promets, mardi prochain, comme prévu. Mais mamie a dit, mamie avait tort. Les mots étaient bons à dire à voix haute, solides, vrai, et je vais arranger ça, mais tu dois savoir quelque chose. D'accord, tu n'as rien fait de mal. Ne pense jamais ça. Lainey hocha la tête. Bien que ses yeux gardent une incertitude, Jerry la prépara pour le lit, l'aida à se brosser les dents, lui lut 2 chapitres du livre sur les dinosaures qu'elle adorait. Quand elle s'endormit, il était presque 9 heures, il revint dans le salon et s'assit sur le canapé dans l'obscurité. La maison était silencieuse, sauf pour le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit distant de la circulation. Jerry ferma les yeux et se laissa se rappeler. Il avait 7 ans quand il avait compris pour la première fois comment fonctionnait sa famille. Tyson en avait 4, encore assez jeune pour être adorable. Pour s'en sortir avec n'importe quoi, Jerry avait économisé son argent de poche pendant des mois pour acheter une voiture télécommandée, une fortune pour un élève de CE1. Il l'avait gardée sur l'étagère haute de son placard, la chérissait, ne la sortait que pour des occasions spéciales. Un après-midi, il était rentré de l'école pour trouver Tyson en train de jouer avec dans le jardin. La voiture était fissurée, une roue manquante. La télécommande couverte de boue. Tyson a cassé ma voiture, avait dit Jerry à ses parents. Ray avait à peine levé les yeux de la télévision. C'est juste un gamin, partage tes affaires. Mais il l'a cassé, alors tu aurais dû mieux en prendre soin, avait dit Connie. Peut-être que la prochaine fois, ne laisse pas des jouets chers où ton petit frère peut les trouver. Ça avait été le schéma, année après année. Tyson surpris à tricher à un examen, Jerry aurait dû l'aider à étudier. Tyson accidentant le camion de Ray, Jerry aurait dû proposer de le conduire à la fête. Tyson perdant emploi après emploi, Jerry aurait dû l'aider à mieux networker. Jerry avait appris à être invisible, à travailler dur, à ne rien attendre. Quand l'année était née, il avait espéré que les choses changeraient. Ses parents avaient semblé excités d'être grands-parents. Ils avaient acheté des cadeaux, visité l'hôpital, souri pour les photos.
Mais en quelques mois, les anciens schémas avaient réapparu. Ils débarquaient sans prévenir quand ça leur convenait. Oublièrent l'anniversaire de l'année, mais se rappelaient de demander de l'argent à Jerry. Faisant des promesses qu'il ne tenait jamais. Jerry avait continué à espérer quand même, à croire que peut-être, un jour, il le verrait vraiment. Ce soir-là avait brisé cette illusion pour toujours. Il ouvrit les yeux et attrapa son téléphone. D'abord, il appela l'hôpital. Une réceptionniste différente répondit. « Shift de nuit, j'ai besoin de reprogrammer l'opération de ma fille, » dit Jerry. « Celle qui a été annulée ce matin. Laissez-moi vérifier ça. » Laney Crowell. « Oui. » Des clics de clavier en fond. « Je vois l'annulation. Nous pouvons vous remettre sur le calendrier pour mardi le 28. Même heure qu'avant. Bien. Et j'ai besoin que vous mettiez une note sur son dossier. Quel genre de note ? Seul moi peux autoriser tout changement à son traitement ou à ses rendez-vous. Personne d'autre. Pas mes parents, pas d'autres membres de la famille. Juste moi, je veux un drapeau de sécurité sur le compte. Une pause. Y a-t-il un souci de sécurité ? Il y a un souci de fraude. Quelqu'un s'est fait passer pour moi pour annuler l'opération ? Oh, une autre pause. Je peux absolument ajouter cette note. Et monsieur, si vous voulez déposer un rapport formel, pas encore, mais gardez ce message vocal. J'en aurai peut-être besoin. Nous gardons toutes les communications pendant 6 mois. Il sera dans le système. Jerry la remercia et raccrocha. Puis, il ouvrit son application bancaire. Le compte de l'opération affichait un solde de 347 $. 12 000 $ avaient été retirés 2 jours auparavant. Il prit une capture d'écran. Ensuite, il parcourut ses messages textes, en trouva un de Tyson de la semaine dernière. « Maman et papa m'aident avec le budget de l'événement. Ça va être épique. » Une autre capture d'écran. Il ouvrit ses emails et trouva les estimations de factures de l'hôpital. Le plan de paiement qu'il avait mis en place, la confirmation de ses dépôts des 6 derniers mois, plus de capture d'écran. À minuit, Jerry avait documenté tout. Chaque message, chaque email, chaque transaction. Le message vocal avait été téléchargé et sauvegardé en 3 endroits différents. Il créa un dossier sur son ordinateur et l'étiqueta « Preuve ». Puis il s'assit en arrière et le fixa. Il ne préparait pas une dispute. Il préparait un dossier. Son téléphone vibra. Un message de Connie. « Jerry, s'il te plaît, appelle-moi. On doit parler de ça comme des adultes. » Il le supprima. Un autre message arriva immédiatement. « Tu es cruel. Nous sommes une famille. » Il le supprima aussi. Un 3e message. Tyson se sent terriblement mal. Il veut s'excuser. Jerry éteignit son téléphone et alla se coucher. Le sommeil vint étonnamment facilement. Pour la première fois depuis des années, Jerry ne ressentait aucune culpabilité, aucune incertitude. Juste un objectif froid et clair. Le lendemain matin, Jerry conduisit Laney à l'école et alla directement au travail. L'entrepôt était immense, rempli de rangées d'étagères s'étendant vers le plafond, les chariots élévateurs bipaient, les radios crépitaient. Le superviseur du chiffre du matin, Phil, lui fit signe. « Tu as l'air crevé ?» dit Phil. « Thanksgiving and Famila, n'en dis pas plus. » Phil lui tendit un porte-bloc. « On a une grosse commande à expédier aujourd'hui. Tu t'occupes du quai de chargement ?»« Ouais. » Jerry passa la journée en mouvement, chargeant des palettes, vérifiant l'inventaire, déplaçant des boîtes. Le travail physique faisait du bien. Simple. Personne à l'entrepôt ne se souciait des drames ou des politiques familiales. Tu faisais ton boulot ou pas ? Tout le reste était du bruit. Pendant sa pause déjeuner, il s'assit dans sa voiture et ralluma son téléphone. 23 appels manqués. 17 messages textes. Sa mère, s'il te plaît, Jerry. Rencontrons-nous et parlons. Son père. Tu dois te calmer et arrêter d'être dramatique. Tyson, frère, sérieusement. Tu vas ruiner tout mon événement pour ça ? Jerry les supprima tous sauf un. Le message de son père de ce matin-là. On doit clarifier les choses. Rencontre-nous au centre communautaire demain à 14 h. Ne rends pas ça plus dur que nécessaire. Jerry fixa le message longtemps. Puis il répondit « J'y serai ». Le centre communautaire de Maple Ridge se trouvait au bord de la ville, un bâtiment en briques trapues utilisé pour tout. Des soirées bingo aux réunions du gouvernement local, Jerry arriva à 13h55 et se gara près de l'entrée. L'après-midi de novembre était gris et froid, des feuilles mortes virevoltaient sur le parking, prises dans des tourbillons de vent. Jerry entra. Le hall sentait le vieux café et le nettoyant industriel. Une adolescente à l'accueil leva à peine les yeux de son téléphone. « Salle de conférence B », dit-elle. En pointant un couloir, les pas de Jerry résonnèrent sur le linoléum. Il trouva la salle au bout du couloir.
Un petit espace avec une table pliante, des chaises en plastique et un tableau blanc couvert de taches de marqueurs effacées. Ses parents étaient déjà là. Ray se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Connie était assise à la table, les mains jointes devant elle. Tyson s'appuyait contre le mur, essayant de paraître décontracté et échouant. Jerry entra et ferma la porte derrière lui. Ray se tourna vers lui. « Tu es en retard ?»« Non. » Jerry vérifia sa montre. Il est 13h59. « Ne commence pas avec cette attitude. Pourquoi suis-je ici ?» La mâchoire de Ray se serra. « Parce que nous sommes une famille, et la famille résout les problèmes ensemble. Pas en s'enfuyant à Thanksgiving. Pas en ignorant les appels. Je ne me suis pas enfui. Je suis parti après avoir découvert que vous aviez commis une fraude. C'est une accusation grave. » dit Ray, sa voix descendant dans un registre dangereux. Jerry tira une chaise et s'assit. Il posa son téléphone sur la table, écran vers le haut, et regarda son père calmement. « Ce n'est pas une accusation, c'est un fait. » Connie se pencha en avant, son expression douloureuse. « Jerry, chéri, tu dois comprendre, nous essayons d'aider Tyson. Tu sais à quel point il a travaillé dur pour construire son réseau, pour créer des opportunités pour lui-même. Quand il est venu nous voir avec cet événement, combien n'a-t-il demandé? Ce n'est pas... Combien? Elle jeta un regard à Ray, puis à Jerry. 15 000? Et vous aviez 3 000 en économie, dit Jerry. Donc vous avez pris 12 000 du fonds de l'année. Nous l'avons emprunté, Ray corrigea, avec l'intention totale de le rembourser. Non, la voix de Jerry resta égale. Vous l'avez volé, et vous avez menti à l'hôpital pour le couvrir. Vous vous êtes fait passer pour moi. C'est une fraude d'identité. Jésus-Christ. Jerry. Tyson se décolla du mur. Tu vas vraiment t'asseoir ici et faire comme si on avait commis un crime. Nous sommes une famille. Les familles s'empruntent de l'argent tout le temps. Jerry regarda son frère. Vraiment le regarda. 32 ans et toujours habillé comme un étudiant qui en fait trop. Des baskets chères qu'il ne pouvait pas se permettre. Des lunettes de soleil de designer accrochées à son col. Une montre qui coûtait probablement plus que ce que Jerry gagnait en un mois. « Tu n'as rien emprunté ?» dit Jerry. « Tu ne m'as jamais demandé. Tu n'as jamais eu ma permission. Tu as conspiré avec nos parents pour voler de l'argent d'un fonds médical destiné à une opération d'enfant. Mon enfant, ta nièce, ce n'est pas si grave, dit Tyson. L'opération peut attendre ? Non, elle ne peut pas. Les médecins ont dit. Sais-tu ce que c'est ? Jerry le coupa, sa voix toujours calme mais plus dure maintenant. Regarder ta fille tomber sur le terrain de jeu parce que son équilibre est cassé, la voir s'asseoir pendant les jeux parce qu'elle a peur de se faire mal, l'entendre demander pourquoi elle est différente des autres enfants. Tyson se dandina mal à l'aise. « Écoute, je comprends. Tu ne comprends rien. Tu n'as jamais eu à te sacrifier pour quiconque sauf toi-même toute ta vie. Ce n'est pas juste, dit Connie rapidement. Tyson a travaillé très dur. À quoi ? Demanda Jerry, en se tournant vers sa mère. À quoi exactement a-t-il travaillé dur ? Il a eu 6 emplois en 3 ans. Il a lancé 4 entreprises différentes qui n'ont mené nulle part. Et à chaque fois, vous le sauvez. Ray frappa sa main sur la table, faisant trembler la surface. Ça suffit ? Tu ne parles pas de ton frère comme ça ? Pourquoi pas ? Parce que c'est vrai, parce qu'il est de la famille. Jerry se leva lentement. Vous n'arrêtez pas de dire ce mot ? Famille. Comme si ça signifiait quelque chose. Comme si ça vous donnait la permission de faire ce que vous voulez. Il prit son téléphone et ouvrit le fichier vocal. « Écoutez ça à nouveau », dit-il et lança l'enregistrement. La voix de Connie remplit la pièce, fluide et confiante alors qu'elle mentait à l'hôpital, mentait sur l'autorisation de Jerry, mentait pour voler la chance d'une enfance normale à sa fille. Quand ça se termina, Jerry reposa le téléphone. « C'est toi ?» dit-il à sa mère. « Tu as appelé l'hôpital ? Tu as prétendu être autorisé ? Tu as annulé une procédure médicale pour une enfant mineure ? Comprends-tu ce que c'est ?» Les mains de Connie tremblèrent légèrement. « J'essayais d'aider. Tu commettais une fraude médicale. Ne menace pas ta mère ?» dit Ray. En avançant vers Jerry, Jerry ne broncha pas. « Je ne menace personne. J'explique ce que vous avez fait. Nous ne rendons pas l'argent. Dit Ray Platement. L'événement de Tyson est dans 3 jours. L'argent est déjà dépensé. Les dépôts sont non remboursables. Alors vous avez un problème. » « Non, c'est toi qui as un problème, » répliqua Ray. « Tu crois que tu peux venir ici et balancer des termes légaux comme s'ils signifiaient quelque chose ? Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé, nourri, donné un toit. » Jerry sentit quelque chose de froid et définitif s'installer dans sa poitrine. « Vous avez donné un toit à Tyson ?» dit-il calmement. « J'y vivais juste. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Le visage de Connie se froissa. « Ce n'est pas vrai.
Nous vous aimons tous les deux? Non. Vous ne m'aimez pas? Jerry prit son téléphone. Vous aimez Tyson? Vous protégez Tyson? Vous sacrifiez tout pour Tyson? J'étais juste le fiable? Celui qui n'avait pas besoin d'aide? Celui que vous pouviez oublier parce que j'allais bien tout seul? C'est ridicule, murmura Tyson. Jerry se tourna vers lui. As-tu même demandé d'où venait l'argent? T'en es-tu soucié? Papa a dit que c'était de leurs économies. Conneries. Tu savais, tu as toujours su, tu t'en fichais juste parce que tu n'as jamais à affronter les conséquences. Ce n'est pas... Nomme une fois, dit Jerry, une fois où tu as affronté de vraies conséquences pour tes actions sans que maman et papa te sauvent. Tyson ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau, rien n'en sortit. Jerry regarda ses parents. Voici comment ça marche. Vous remboursez chaque dollar au fond de l'opération d'ici lundi matin. Les 12 000 dollars entiers, je me fiche de comment vous les obtenez. Prêt? Carte de crédit. Vendez quelque chose? Je m'en fiche. Mais vous les récupérez? Ou quoi? Demanda Ray. Sa voix dégoulinant de défi, Jerry croisa le regard de son père. Ou je porte plainte. Fraude d'identité. Interférence médicale. Vol. Les lois sur la maltraitance des aînés ne s'appliquent pas ici, mais les lois sur la protection de l'enfance si, et j'ai tout documenté, le message vocal, les transferts bancaires, des messages textes de Tyson se vantant de son budget, une déclaration de l'hôpital confirmant qui a appelé « Tu ne ruinerais pas tes propres parents ?» murmura Connie. « Vous vous êtes ruiné vous-même ?» Jerry se dirigea vers la porte. « Lundi matin, chaque dollar. » Jerry. « Attends. » Il s'arrêta, la main sur la poignée. « Vous avez volé à une enfant de 5 ans. Vous avez annulé son opération. Vous avez menti et commis une fraude. Et vous avez fait tout ça pour que Tyson puisse organiser une fête. » Il ouvrit la porte. « Lundi matin, » répéta-t-il, puis il partit pendant que sa mère sanglotait et que son père criait et que son frère restait là. Enfin silencieux, Jerry sortit du centre communautaire dans l'après-midi gris et ne se retourna pas. Ses mains ne tremblaient pas, son cœur ne battait pas la chamade. Il ne ressentait rien d'autre que de la clarté. Lundi vint et passa sans que l'argent soit rendu. Jerry vérifia le compte de l'opération à plusieurs reprises tout au long de la journée. Le solde restait à 347. $. Mardi matin. Il appela son père. Donne du temps. Dit Ray, sa voix tendue. Ces choses prennent. Vous aviez 4 jours. Je vous ai donné un délai. Tu ne peux pas juste. Jerry raccrocha. Il se rendit au département de police de Maple Ridge pendant sa pause déjeuner. Le bâtiment était petit, niché derrière un parking municipal. À l'intérieur, la zone d'attente avait des sols éraflés et des posters motivants sur la sécurité communautaire. « Puis-je vous aider ?» L'officier à l'accueil paraissait jeune, peut-être 25 ans, avec un badge nom qui disait Jefferson. « J'ai besoin de déposer une plainte. » Dit Jerry. « Quel genre de plainte ?»« Fraude d'identité, interférence médicale. »« Vol. » Officier Jefferson se redressa. « Qui est le plaignant ?»« Moi. » « Et ma fille, elle a 5 ans ?» L'expression de l'officier changea. « Laissez-moi aller chercher un détective. » Jerry attendit dans une petite salle d'interrogatoire. Morse gris, table en métal, 2 chaises, une caméra dans le coin avec une lumière rouge allumée. La détective qui entra était une femme dans la quarantaine, avec des cheveux courts et des yeux fatigués. Son badge disait « Détective Morrison, Monsieur Crowell ». Elle s'assit en face de lui. « L'officier Jefferson a dit que vous rapportiez une fraude. » Jerry posa son téléphone sur la table. « Mes parents et mon frère ont volé 12 000 $ du fonds médical de ma fille. Ma mère a appelé l'hôpital, s'est fait passer pour moi et a annulé une opération programmée pour couvrir le vol. » La détective Morrison sortit un bloc-notes. « Racontez-moi tout. » Jerry le fit du début à la fin. Le dîner de Thanksgiving, le message vocal, la confrontation, tout. Quand il finit, Morrison resta silencieuse un long moment. « Avez-vous de la documentation ?» Jerry ouvrit son téléphone et lui montra le message vocal, les relevés bancaires, les messages textes, l'email de confirmation de l'hôpital. Morrison écouta le message vocal 3 fois. « C'est la voix de votre mère. »« Oui. » Et elle s'est identifiée comme ayant votre autorisation. « Oui. » Morrison prit plusieurs notes et l'opération y... « Quelle est la condition de votre fille ?» Dommages à l'oreille interne affectant son équilibre et son développement. L'opération était prévue pour demain, était... Je l'ai reprogrammé, mais ils ont pris l'argent que j'avais économisé. Morrison hocha la tête lentement. « Monsieur Crowell, je veux être franche avec vous. Ce genre de cas, des disputes familiales sur l'argent, ils sont compliqués, parfois durs à poursuivre. » Jerry sentit quelque chose de vif traverser sa poitrine. « Donc vous ne prenez pas ça au sérieux. »
Je n'ai pas dit ça. Morrison croisa son regard. Ce que je dis, c'est que vos preuves sont plus solides que la plupart des cas de fraude familiale que je vois. Le message vocal est accablant, les relevés bancaires sont clairs, l'interférence médicale ajoute du poids, si vous voulez poursuivre. Nous pouvons enquêter, je veux poursuivre, même si ce sont vos parents, surtout parce que ce sont mes parents. Morrison l'étudia un moment. Les enfants hésitent bien souvent à porter plainte contre leur famille. Je n'hésite pas. Je vois ça. Elle tapa son stylo contre son bloc-notes. Donnez-moi 48 heures. J'aurai besoin de vérifier les dossiers de l'hôpital, de tirer les relevés bancaires complets, d'interroger des témoins, mais basé sur ce que vous m'avez montré, ce cas a du mérite. Jerry se leva. Merci, Monsieur Crowell. Morrison se leva aussi. Une dernière chose, si vous avancez avec ça, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois les charges déposées, c'est hors de vos mains. L'État poursuit l'affaire. Vous comprenez? Je comprends. Et vous êtes préparé à ce que ça signifie. Pour votre famille, Jerry pensa à l'année demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Pensa à elle vacillant sur les terrains de jeu pendant que les autres enfants couraient facilement. Pensa à ses parents choisissant la vanité de Tyson plutôt que sa santé. Ils ont fait leur choix. Dit-il, je fais le mien. Morrison hocha la tête. Je vous contacterai. Ce soir-là, Jerry mettait l'année au lit quand quelqu'un frappa à sa porte. Il regarda par le Judas et vit son père sur le porche. Jerry ouvrit la porte mais ne recula pas pour le laisser entrer. « Qu'est-ce que tu veux » Ray paraissait plus vieux qu'il ne l'était 2 semaines auparavant. Les lignes autour de ses yeux plus profondes, ses épaules moins assurées. « On doit parler » dit Ray. « On a parlé... Je vous ai donné un délai. Tu l'as ignoré. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Je comprends exactement ce que je fais. » La mâchoire de Ray se serra. « Tu es allé à la police ? Comment le sais-tu ? L'officier Jefferson était marié à la cousine de ta mère. Les nouvelles voyagent vite dans cette ville. Jerry, tu aurais dû y penser avant d'essayer de détruire ta famille. » Jerry s'appuya contre l'encadrement de la porte. « Je n'ai rien détruit. Vous l'avez fait vous-même. Nous avons fait une erreur. Vous avez commis un crime ? C'était une affaire de famille. Voler 12 000 $ et commettre une fraude d'identité n'est pas une affaire de famille. C'est un félonie. » Ray avança d'un pas. Sa voix baissa. « Tu retires ça tout de suite ? Tu appelles la police et tu leur dis que c'était un malentendu. » Non, Jerry. Rentre chez toi. Papa, écoute-moi. Dites Ray, sa voix tremblant maintenant. Ta mère est terrifiée. Tyson panique. As-tu idée de ce que ça pourrait nous faire? À nos réputations? À nos vies? Jerry ne ressentit rien d'autre qu'une clarté froide. Vous auriez dû y penser avant de voler à votre petite fille. Elle va bien? L'opération peut attendre? Ce n'est pas votre décision. La main de Ray jaillit et attrapa le bras de Jerry. Son emprise était serrée, presque douloureuse. Espèce d'ingrat, Jerry arracha son bras. « Ne me touche pas. Après tout ce qu'on a fait pour toi. » Comme quoi, demanda Jerry, sa voix descendant à quelque chose de dangereux. « Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour moi? Vous m'avez nourri parce que c'est ce que les parents doivent faire. Vous avez gardé un toit sur ma tête parce que ne pas le faire était illégal. Mais vous ne m'avez jamais choisi. Pas une fois. Chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, vous me disiez de me débrouiller. Chaque fois que Tyson merdait, vous le répariez pour lui. Vous ne pouvez pas prétendre que vous étiez des martyrs maintenant. » Le visage de Ray avait rougi. « Nous t'avons donné un foyer. Vous avez donné un foyer à Tyson. J'étais juste là. » Les mots semblèrent frapper Ray comme un coup physique. Il recula, respirant fort. « Tu fais une erreur ?» dit-il enfin. « La seule erreur que j'ai faite était de penser que vous pourriez changer, de penser que vous vous souciez de l'année plus que de protéger Tyson. Nous nous soucions d'elle. Alors, pourquoi avez-vous volé l'argent de son opération ?» Ray n'avait pas de réponse. Jerry recula et commença à fermer la porte. « Ne revenez pas ici, si vous voulez parler. Faites-le par avocats interposés. Jerry. » Il ferma la porte, la verrouilla, restit là à écouter la respiration de son père de l'autre côté. Après un long moment, des pas s'éloignèrent sur les marches du porche. Jerry regarda par le Judas et vit son père s'en aller en voiture. Puis il alla vérifier l'année. Elle dormait. Un bras autour de son brachiosaure en peluche, sa respiration douce et régulière, Jerry s'assit au bord de son lit et lissa ses cheveux en arrière de son front. « Je ne recule pas, » murmura-t-il. « Je te le promets. Mercredi matin ?» La détective Morrison appela. « Monsieur Crowell, j'ai besoin que vous veniez au poste. Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien ne va pas, mais nous avons un développement. » Jerry prit l'après-midi de congé et se rendit au département de police. Morrison le rencontra dans le hall et le conduisit à son bureau, un espace encombré avec des armoires de classement et un bureau couvert de dossiers d'affaires. « Votre père est venu ce matin ?»
dit-elle. En faisant signe à Jerry de s'asseoir, il a déposé une plainte affirmant que vous l'aviez menacé, lui et votre famille. Jerry sentit sa poitrine se serrer. Ce n'est pas vrai, je sais. Morrison sortit un enregistreur. Il a insisté pour que je prenne sa déclaration. Je l'ai fait, puis je lui ai demandé à propos du message vocal de l'hôpital. Qu'a-t-il dit? Il a affirmé que c'était une mauvaise communication, que votre mère avait appelé pour demander des options de report. Pas pour annuler. Quand je lui ai joué l'enregistrement réel, son histoire s'est effondrée assez vite. Morrison cliqua sur l'appareil et la voix de Ray remplit la pièce, en colère et sur la défensive. Parlant par-dessus les questions de Morrison, refusant d'expliquer pourquoi sa femme avait menti sur l'autorisation de Jerry, il a fini par admettre qu'ils avaient pris l'argent, dit Morrison, a affirmé que c'était un prêt familial que vous aviez accepté. Quand je lui ai montré vos relevés bancaires, prouvant que vous étiez le seul contributeur à ce compte, il a arrêté de parler. Jerry expira. Alors que se passe-t-il maintenant? J'ai terminé mon enquête. Les preuves soutiennent des charges de fraude d'identité, interférence médicale et vol. Le procureur du district examine le cas. S'ils acceptent de poursuivre, et basé sur ce que j'ai vu, ils le feront. Des charges formelles seront déposées dans les prochaines 72 heures. Tous les trois, votre mère pour avoir passé l'appel frauduleux, votre père comme complice, il a admis avoir aidé à faciliter le retrait, et votre frère pour avoir reçu des fonds volés en sachant qu'ils venaient du compte médical de votre fille. Jerry hocha la tête lentement. « Monsieur Crowell », dit Morrison doucement. « Êtes-vous sûr de ça? Pourquoi tout le monde me demande ça? Parce que c'est un grand pas. Le temps de prison est une réelle possibilité ici. » Bien, Morrison l'étudia. Vous n'avez aucun doute? Ils ont volé à ma fille. Ils ont menti. Ils auraient laissé souffrir parce que Tyson voulait organiser une fête. Non, je n'ai pas de doute. Morrison hocha la tête. Alors, on avance? J'aurais besoin que vous donniez une déclaration formelle. Et vous devriez vous préparer à ce que ça devienne compliqué. Votre famille engagera probablement des avocats. Il pourrait y avoir une attention médiatique selon comment la défense gère ça. Je m'en fiche. Vous pourriez vous en soucier quand ça arrivera? Je ne m'en soucierai pas. Morrison sourit légèrement. Ce n'était pas une expression heureuse. Je fais ce boulot depuis 20 ans. J'ai vu beaucoup de familles se détruire pour de l'argent, pour des biens, pour des rancunes stupides. Mais j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi certain que vous l'êtes en ce moment. Ils ont blessé ma fille. Ce n'est pas compliqué. Non? Convint Morrison. Je suppose que non. Les charges furent déposées vendredi. Jerry reçut l'appel de Morrison à 16 heures. C'est officiel. Votre mère est accusée de fraude d'identité et d'interférence avec un traitement médical. Votre père de complice de fraude et de vol. Votre frère de réception de biens volés et de mauvaise conduite financière. Quel est le calendrier? L'audience de mise en accusation est lundi. Ils seront officiellement notifiés ce soir. Je voulais que vous l'entendiez de moi d'abord. Jerry la remercia et raccrocha. Il s'assit dans sa voiture sur le parking de l'entrepôt, regardant le soleil se coucher derrière les bâtiments industriels. Les travailleurs sortaient en flux, rentrant chez eux vers leur famille, leur vie normale. Le téléphone de Jerry commença à sonner. D'abord sa mère, puis son père, puis Tyson, puis sa mère à nouveau. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il rentra chez lui, récupéra Lainey à la garderie après l'école et l'emmena manger une pizza. Ils s'assirent dans une banquette au fond du restaurant et Lainey lui raconta sa journée, sur le projet d'art qu'elle avait fait, sur le livre que sa maîtresse avait lu, sur le jeu auquel elle avait joué à la récré, même si courir était dur. « Papa », dit-elle, entraînant un morceau de pepperoni dans la sauce marinara. « Pourquoi on n'a pas vu mamie et papy ?» Jerry redoutait cette question. Nous prenons une pause d'eux pour un moment. « Es-tu encore fâché ?»« Je ne suis pas fâché. »« Mapuche, je m'assure juste que nous sommes en sécurité. » Lainey hocha la tête, acceptant ça avec la confiance facile de l'enfance. « Ok. » Ce soir-là, après que l'aîné soit endormi, Jerry s'assit sur son porche malgré le froid. La rue était calme, des lumières brillaient aux fenêtres des voisins, la télévision de quelqu'un clignotait en bleu à travers des rideaux, son téléphone vibra, un message d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « C'est l'avocat de Connie? Nous devons discuter de votre volonté de retirer les charges. » Jerry les supprima. Un autre message arriva. « Vos actions détruisent votre famille. Réfléchissez à ce que vous faites. » Il le supprima aussi. Un troisième message. « Nous pouvons faire disparaître ça si vous êtes raisonnable. » Jerry éteignit son téléphone. Il avait arrêté d'être raisonnable au moment où sa mère avait menti à un hôpital sur l'opération de sa fille. Il n'y avait pas de retour en arrière maintenant. Et il était d'accord avec ça.
Le palais de justice était un vieux bâtiment au centre de Maple Ridge, construit en pierre grise, qui avait résisté à 100 ans de saison de l'Ohio. Jerry arriva tôt lundi matin, portant le seul costume qu'il possédait, un peu trop serré aux épaules, un peu trop court aux manches, mais propre et repassé. La détective Morrison le rencontra dans le hall. L'audience de mise en accusation est à 9 heures. Vous n'avez pas besoin d'être ici pour cette partie. Je veux l'être. C'est juste une formalité. Ils entreront des plaidoiries, fixeront la caution, programmeront l'audience préliminaire. Je sais, je veux quand même être ici. Morrison hocha la tête. Salle 3. Deuxième étage. Jerry monta le large escalier. C'est pas résonnant. Le couloir était bordé de bancs en bois où les gens attendaient, accusés, témoins, membres de famille. Il reconnut quelques visages de la ville. Ils détournèrent le regard quand ils le virent. Les nouvelles s'étaient répandues vite. Un fils portant plainte contre ses parents dans une ville comme Maple Ridge, c'était le genre d'histoire qui voyageait plus vite que la météo. Jerry trouva un siège au fond de la salle 3. L'espace avait des plafonds hauts et de grandes fenêtres laissant rentrer une lumière fine de novembre. Le banc du juge dominait l'avant, bois sombre usé par des décennies de justice. À 9 heures précises, le huissier appela la salle à l'ordre, tous debout pour l'honorable juge Patricia Brennan. Tout le monde se leva, la juge entra, une femme dans la soixantaine avec des cheveux argentés et des lunettes perchées sur le nez. Elle prit sa place et balaya la salle du regard avec l'expression de quelqu'un qui avait tout vu et n'était impressionné par rien. Premier cas, dit-elle, l'État de l'Ohio contre Connie Marie Crowell, Raymond James Crowell et Tyson Ray Crowell. Une porte s'ouvrit et la famille de Jerry entra avec leurs avocats. Connie paraissait plus petite qu'elle ne l'était 2 semaines auparavant, son visage gonflé, les yeux rouges. Elle portait une robe bleu marine qui pendait lâche sur son corps. Ray marchait rigidement à ses côtés, la mâchoire serrée, refusant de regarder ailleurs que droit devant. Tyson fermait la marche, flanqué d'un avocat en costume chair qui ressemblait à quelqu'un gérant de plus gros cas dans de plus grandes villes. Les trois se tinrent devant la juge. Brennan lut les charges sans inflexion. Connie Marie Crowell. Vous êtes accusé de fraude d'identité et d'interférence avec un traitement médical. Comment plaidez-vous? L'avocat de Connie. Un avocat local nommé Peters. Avant ça, non coupable. Votre honneur, Raymond James Crowell. Vous êtes accusé de complice de fraude, de coercition et de vol. Comment plaidez-vous? Non coupable, dit l'avocat de Ray. Tyson Ray Crowell. Vous êtes accusé de réception de fonds volés et de mauvaise conduite financière. Comment plaidez-vous? L'avocat Cher sourit avec confiance. Non coupable. Votre honneur, la juge Brennan prit des notes. La caution est fixée à 25 000 $ chacun. L'audience préliminaire est fixée au 15 décembre. Elle leva les yeux par-dessus ses lunettes. J'émets aussi une ordonnance de protection. Les accusés ne doivent avoir aucun contact avec la victime ou l'enfant mineur de la victime. Votre honneur, objecta Peters. Ce sont les grands-parents de l'enfant qui auraient commis une fraude pour voler d'un fonds médical. Brennan le coupa. L'ordonnance de protection reste. Toute violation entraînera une incarcération immédiate. Est-ce clair? Le visage de Connie se froissa. Les mains de Ray se serrèrent en poing. Tyson regarda son avocat, qui secoua légèrement la tête. « Oui, votre honneur, » dit Peters calmement. La séance est levée. Le marteau tomba avec un craquement qui résonna dans la salle. Jerry observa sa famille sortir. Connie pleurait ouvertement maintenant. Ray avait son bras autour d'elle, la guidant vers la sortie. Tyson marchait derrière eux, textant furieusement sur son téléphone. Aucun d'eux ne regarda Jerry. Il attendit que la salle se vide avant de se lever. Morrison l'attendait dans le couloir. « Ça s'est passé sans accroc ?» dit-elle. « Que se passe-t-il ensuite ?» Audience préliminaire dans 3 semaines. Le ministère public présentera des preuves. La défense essaiera de faire réduire ou rejeter les charges, basées sur ce que nous avons. Je serais surprise si ça n'allait pas au procès. Combien de temps jusqu'au procès? Ça pourrait être des mois, peut-être plus. Ces choses avancent lentement. Jerry hocha la tête. J'ai besoin d'aller au travail. Monsieur Crowell. Morrison attrapa son bras doucement. Vous avez bien fait là-dedans. Je n'ai rien fait. J'étais juste assis là. Vous êtes venu. Ça compte. Beaucoup de gens n'auraient pas le cran de mener ça à terme. Jerry haussa les épaules. Ils ont blessé ma fille. Ce n'est pas compliqué. Il quitta Morrison dans le couloir et sortit du palais de justice dans le matin froid. L'audience préliminaire, 3 semaines plus tard, fut plus longue et plus intense. Le ministère public appela la détective Morrison à la barre. Elle guida la cour à travers l'enquête, l'enregistrement vocal, les relevés bancaires, les messages textes.
Tout fut entré en preuve avec une précision minutieuse, puis ils jouèrent l'enregistrement. Jerry s'assit dans la galerie et observa le visage de sa mère alors que sa propre voix remplissait la salle. Le mensonge sonnait encore pire dans l'environnement stérile légal, confiante, délibérée, complètement frauduleuse. Connie gardait la tête baissée, les mains tordues sur ses genoux. La défense essaya d'arguer que c'était un malentendu, que Connie n'avait essayé que d'aider, que les familles communiquent sur les décisions médicales tout le temps. La juge Brennan les coupa. « Maître, l'enregistrement est clair, l'accusé s'est identifié comme ayant l'autorisation du père. Elle ne l'avait pas, ce n'est pas une mauvaise communication, c'est de la fraude. » Ensuite vinrent les relevés bancaires. Le ministère public montra le schéma des dépôts de Jerry sur 6 mois, puis le retrait unique important, qui vida le compte. « Et qui a autorisé ce retrait ?» demanda le procureur à Morrison. « Raymond Crowe. Il avait l'autorité de signature sur le compte parce qu'il avait contribué des fonds auparavant. Avait-il la permission du titulaire du compte pour ce retrait ? Non. Monsieur Crowell, la victime n'était pas au courant du retrait jusqu'après qu'il ait eu lieu. L'avocat de Ray essaya d'arguer que l'autorité de signature signifiait que Ray avait le droit légal de retirer des fonds. La juge Brennan parut sceptique. Même si ces fonds étaient spécifiquement destinés à une procédure médicale pour un enfant mineur, les comptes familiaux ont souvent un usage flexible. Nous ne parlons pas d'usage flexible. Maître, nous parlons de prendre de l'argent destiné à l'opération d'un enfant et de le donner à son oncle pour une fête. La Cour trouve des preuves suffisantes pour procéder au procès sur toutes les charges. Les avocats de la défense se regroupèrent avec leurs clients. L'avocat cher de Tyson murmura urgemment. Connie pleurait à nouveau. Ray était assis rigide, fixant le vide. Le procès est fixé au 20 février, annonça Brennan. Toutes les conditions précédentes restent en vigueur. La séance est levée. Jerry essaya de garder la vie normale à travers décembre et janvier. L'opération de l'année avait été reprogrammée pour début décembre. Jerry l'emmena à l'hôpital un mardi matin froid. L'intervention prit 4 heures. Il s'assit dans la salle d'attente en buvant du mauvais café et en lisant le même magazine 3 fois, sans en absorber quoi que ce soit. Quand la chirurgienne sortit, elle souriait. Tout s'est passé parfaitement. Elle devrait voir une amélioration significative de son équilibre dans quelques semaines. Les jambes de Jerry se sentirent faibles de soulagement. Il vit l'année en salle de réveil, groggy et confuse. Mais ok, elle lui sourit à travers le brouillard de l'anesthésie. « Ça a marché ?» balbutia-t-elle. « Ça a marché ?» Mapuche ? Bien, je veux courir. Jerry lui tint la main et sentit quelque chose de serré dans sa poitrine se détendre enfin. L'argent avait été récupéré dans le cadre de l'affaire criminelle. La Cour avait gelé les comptes de Tyson et ordonné une restitution. Jerry récupéra chaque centime, plus des dommages et intérêts. À Noël, l'année courait. Vraiment courait ? Pas prudemment, pas hésitamment, mais avec l'abandon sauvage d'une enfant de 5 ans normale. Elle jouait à chat à l'école. Elle sautait dans les flaques. Elle tournoyait en cercle jusqu'à être étourdie et rire. Jerry la regardait et savait qu'il avait fait le bon choix. Le procès commença le 20 février. Le palais de justice était plus animé cette fois. Les nouvelles s'étaient répandues au-delà de Maple Ridge. Quelques reporters traînaient dans le couloir. Blocs-notes prêts. Jerry portait le même costume, toujours trop serré, toujours trop court. Le jury fut sélectionné en 2 jours, 12 personnes d'un comté environnant qui décideraient du sort de ses parents. Il paraissait ordinaire. Une enseignante à la retraite, un gérant d'épicerie, un mécanicien, une infirmière, des gens normaux appelés à juger une situation anormale. Les déclarations d'ouverture vinrent ensuite. La procureure était une femme nommée Catherine Reed, mi-quarantaine, avec une autorité calme qui remplissait la salle. « Cette affaire est sur la trahison », dit-elle au jury. La trahison de la confiance d'un parent, du bien-être d'un enfant et de la décence basique que nous attendons de la famille. Les accusés n'ont pas juste volé de l'argent, ils ont volé la chance d'une petite fille à une enfance normale. Ils ont menti à des professionnels médicaux, ils ont commis une fraude et ils ont fait tout ça pour qu'un membre de cette famille puisse organiser une fête. Elle posa, laissant les mots s'imprégner. Les preuves vous montreront exactement qui a fait ces choix et pourquoi. Et elles vous montreront que ce n'était pas des erreurs ou des malentendus. C'étaient des actes délibérés, calculés, conçus pour bénéficier à une personne aux dépens d'un enfant. Ce n'est pas de la famille. C'est un crime. La défense passa ensuite. Peters, représentant Connie et Ray, essaya une approche différente. C'est une tragédie familiale, un malentendu qui a spirale hors de contrôle. Oui, des erreurs ont été faites. Oui, il y a eu une mauvaise communication, mais ce sont des grands-parents qui aiment leur petite fille.
Ils ont contribué à son fonds médical, ils étaient impliqués dans ses soins. Quand leur fils Tyson est venu les voir avec une opportunité unique, ils ont fait un choix, peut-être imprudent, de l'aider avec la compréhension que l'argent serait remboursé rapidement. L'avocat de Tyson fut plus agressif. Mon client est une victime des décisions de ses parents. Il a demandé de l'aide pour une dépense légitime d'affaires. On lui a dit que les fonds étaient disponibles. Il n'avait aucune connaissance d'où venait cet argent ou comment il avait été obtenu. Le tenir responsable des actions de ses parents est injuste. La juge Brennan appela une pause. Jerry s'assit dans le couloir et but de l'eau à une fontaine qui avait un goût de métal. Morrison le trouva. « Ça va? Ils me font passer pour déraisonnable. C'est leur boulot? Ne laisse pas ça t'atteindre? » Je ne laisse pas. Et étonnamment, ce n'était pas le cas. La colère qui l'avait drivé pendant des mois s'était refroidie en quelque chose de plus dur, plus permanent, pas de la rage, juste de la certitude. Le ministère public construisit son dossier méthodiquement. Ils appelèrent l'administrateur de l'hôpital qui confirma l'appel d'annulation et vérifia qu'il venait de Connie. Ils appelèrent l'agent bancaire qui confirma que Ray avait retiré l'argent sans la connaissance de Jerry. Ils appelèrent le superviseur de Jerry de l'entrepôt qui témoigna sur les heures supplémentaires que Jerry avait travaillées, les shifts en plus. La dévotion à économiser pour l'opération de sa fille. Ils jouèrent l'enregistrement vocal. Plusieurs fois, chaque fois, les membres du jury jetaient un regard à Connie. Elle gardait la tête baissée, des larmes coulant silencieusement. Puis le ministère public appela Jerry à la barre. Il marcha jusqu'à la boîte des témoins, se sentant étrangement calme, leva la main droite, jura de dire la vérité. Reed s'approcha avec une expression douce. « Monsieur Crowell, parlez au jury de votre fille l'aînée. » Jerry inspira. « Elle a 6 ans maintenant. Elle adore les dinosaures. Elle apprend à lire. C'est la personne la plus courageuse que je connaisse. » Quelle était sa condition médicale? Dommage à l'oreille interne. Ça affectait son équilibre. Elle tombait beaucoup, ne pouvait pas courir ou jouer comme les autres enfants. Elle était complexée par ça, et l'opération était censée corriger ça. « Oui. Depuis combien de temps économisiez-vous pour ?»« 6 mois. J'ai travaillé des heures supplémentaires, pris chaque shift en plus que je pouvais. Combien avez-vous économisé ? 12 000 $. Reed laissa ce nombre flotter dans l'air. « Quand avez-vous appris que l'opération avait été annulée ?» Jerry décrivit Thanksgiving, le dîner, l'attention, le message de l'hôpital. L'admission décontractée de ses parents, qu'avez-vous ressenti quand vous avez entendu l'enregistrement vocal? Peters objecta. Pertinence. J'établis l'état d'esprit. Votre honneur. Je l'autorise? Jerry regarda le jury. Je me suis senti stupide. Pour avoir cru qu'il pourrait changer, pour avoir pensé qu'il se souciait de l'année plus qu'il ne se souciait de protéger mon frère. Les avez-vous confrontés? Oui. Qu'ont-ils dit? Que l'opération pouvait attendre? Que l'opportunité de Tyson était plus importante, que la famille aide la famille. Ont-ils offert de rendre l'argent? Non. Mon père a dit qu'il ne me donnait rien. Reed hocha la tête. Merci, Monsieur Crowell. Peters fit le contre-interrogatoire ensuite, essayant de faire paraître Jerry vengeur, déraisonnable, vindictif. Il posa des questions sur des rancunes d'enfance, sur si Jerry avait déjà emprunté de l'argent à ses parents, sur si c'était vraiment sur l'opération ou sur de vieilles rancunes. Jerry répondit calmement. « C'est sur ma fille. Rien d'autre? Mais vous refusez toute réconciliation avec vos parents. Ils ont volé à ma fille et menti sur ça. Il n'y a rien à réconcilier. Vous ne pensez pas que c'est dur? Je pense que voler à un enfant est dur. » Peters n'avait pas de réponse à ça. La défense présenta son dossier sur 3 jours. Ils appelèrent des témoins de caractère qui témoignèrent que Ray et Connie étaient des piliers de la communauté, que Tyson était un travailleur dur avec de grands rêves, que tout ça était un terrible malentendu exagéré. Ils essayèrent de peindre Jerry comme distant, difficile, portant des rancunes déraisonnables, mais ils ne pouvaient pas contourner le message vocal. Connie prit la barre pour sa propre défense. Elle pleura tout au long de son témoignage, expliquant qu'elle n'avait essayé que d'aider ses 2 fils, qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal, que j'aimais l'année et ne l'aurais jamais blessée intentionnellement. « J'ai fait une erreur », sanglota-t-elle, « une terrible erreur. Mais je ne suis pas une criminelle. Je suis une grand-mère qui a essayé d'aider et a fait le mauvais choix. » Le contre-interrogatoire de Reed fut chirurgical. « Madame Crowell, quand vous avez appelé l'hôpital, vous êtes-vous identifiée honnêtement? Je leur ai dit que j'étais la grand-mère de l'année. Leur avez-vous dit que vous n'aviez pas l'autorité pour annuler l'opération? Je pensais, oui ou non? Madame Crowell, leur avez-vous dit que vous n'étiez pas autorisée à prendre des décisions médicales pour l'enfant? Non. Leur avez-vous dit que le père de l'enfant approuvait l'annulation? Une longue pause.
Oui. Était-ce vrai? Non. Donc vous avez menti. Je pensais... Vous avez menti à des professionnels médicaux sur une autorisation que vous n'aviez pas, afin d'annuler une opération que vous n'aviez pas le droit d'annuler. Est-ce correct? Le visage de Connie se froissa. Oui. Ray témoigna ensuite, essayant d'expliquer les décisions financières, les dynamiques familiales, les complexités qui avaient été menées à leur choix. Reed le démolit aussi, le guidant à travers chaque décision, chaque mensonge, chaque acte délibéré qui construisait vers la fraude. Tyson ne témoigna pas. Son avocat était assez intelligent pour le garder hors de la barre. Les plaidoiries finales vinrent un vendredi après-midi. Reed parla au jury avec une intensité calme. La défense veut que vous croyiez que c'était un malentendu, que ce sont des grands-parents aimants qui ont fait une erreur, mais les preuves racontent une histoire différente. Elles racontent une histoire de fraude délibérée, d'un mensonge dit avec confiance à un hôpital, d'argent volé d'un fonds médical d'enfants, d'une famille qui a valorisé la vanité d'un membre sur la santé d'une petite fille. Elle marcha le long de la boîte du jury, établissant un contact visuel avec chaque membre. Quand vous délibérez, souvenez-vous du message vocal. Souvenez-vous de la voix de Connie Crowell disant qu'elle avait une autorisation qu'elle n'avait pas. Souvenez-vous qu'une enfant de 6 ans a perdu sa chance à une enfance normale parce que ses grands-parents voulaient financer la fête de son oncle. Ce n'est pas une erreur, c'est un crime. Et la loi exige que vous les teniez responsables. Peters fit sa plaidoirie finale ensuite, plaidant pour la clémence, la compréhension, la compassion, mais Jerry pouvait le voir sur les visages du jury. Ils avaient déjà décidé. Le verdict revint lundi matin. Jerry s'assit dans la galerie à côté de la détective Morrison, ses mains stables sur ses genoux. Le jury entra. Aucun d'eux ne regarda les accusés. C'était toujours un mauvais signe pour la défense. « Le jury a-t-il atteint un verdict ?» demanda la juge Brennan. « Oui, votre honneur, dans l'affaire de l'État de l'Ohio contre Connie Marie Crowell, sur la charge de fraude d'identité, comment trouvez-vous coupable ?» Connie s'effondra en larmes. Sur la charge d'interférence avec un traitement médical, coupable. Dans l'affaire de l'État de l'Ohio contre Raymond James Crowell, sur la charge de complice de fraude, coupable. La mâchoire de Ray se serra. Sur la charge de vol, coupable. Dans l'affaire de l'État de l'Ohio contre Tyson Ray Crowell, sur la charge de réception de biens volés, coupable. Le visage de Tyson pâlit. Sur la charge de mauvaise conduite financière, coupable. La salle éclata en murmures. Le marteau de la juge Brennan craqua une fois. Ordre. La sentence aura lieu dans 2 semaines. Les accusés resteront libres sous caution jusqu'à ce moment. La séance est levée. Jerry resta assis pendant que la salle se vidait autour de lui. Il avait gagné. Il ne se sentait pas triomphant, pas vindiqué. Juste fini, Jerry. Morrison toucha son épaule. Ça va? Ouais, c'était le bon verdict. Je sais. Elle l'étudia un moment. Que se passe-t-il maintenant? J'attends la sentence. Puis je rentre chez ma fille. Morrison hocha la tête. Elle a de la chance de vous avoir. Jerry se leva et ajusta sa veste. J'ai de la chance de l'avoir. La sentence vint 2 semaines plus tard par un matin gris de mars. La salle était bondée. Plus de reporters maintenant. Plus de spectateurs attirés par le cas inhabituel d'un fils qui avait envoyé ses parents en prison. La juge Brennan appela la salle à l'ordre et revit les verdicts. C'était une affaire difficile, dit-elle. Pas parce que la loi est floue. Elle est très claire sur le fait que ce que vous avez fait était criminel, mais parce qu'elle implique la famille et les affaires familiales portent toujours un poids supplémentaire. Elle regarda Connie. « Madame Crowell, vous avez commis une fraude d'identité contre votre propre fils pour nuire aux soins médicaux de votre propre petite-fille. Vous avez menti avec confiance et sans remords à des professionnels médicaux. Vos actions étaient délibérées et calculées. » Connie sanglotait calmement. « Monsieur Raymond Crowell, vous avez facilité cette fraude. Vous avez volé de l'argent d'un fonds médical d'enfants en sachant exactement à quoi cet argent était destiné. Vous n'avez montré aucun remords et avez tenté d'intimider votre fils quand il a cherché justice. » Ray fixé droit devant, sa mâchoire verrouillée. « Monsieur Tyson Crowell, bien que vous n'ayez pas été l'architecte de cette fraude, vous en étiez un bénéficiaire volontaire. Vous avez accepté de l'argent volé en sachant ou ayant de fortes raisons de croire qu'il provenait de sources inappropriées. Vous n'avez montré aucun souci pour le bien-être de votre nièce. L'avocat cher de Tyson avait essayé tout pour lui obtenir une sentence suspendue. Ça n'avait pas marché. » La juge Brennan annonça les sentences. « Connie Marie Crowell, vous êtes condamné à 18 mois dans une prison d'État, suivi de 2 ans de probation supervisée. Vous êtes aussi ordonné à payer une restitution et les frais de justice. » Connie s'effondra complètement maintenant, son avocat la tenant. « Raymond James Crowell,
Vous êtes condamné à 14 mois dans une prison d'État, suivi de 2 ans de probation supervisée, avec restitution et frais de justice. Le visage de Ray avait rougi, ses mains tremblant de rage réprimée. Tyson Ray Crowell, vous êtes condamné à 10 mois dans une prison de comté, suivi de 3 ans de probation supervisée, avec restitution et frais de justice. Tyson fit un son comme s'il avait été frappé. Cette cour croit que les obligations familiales vont dans les 2 sens, continua Brennan. Les parents ont des obligations envers leurs enfants et petits-enfants. Quand vous violez ces obligations par une conduite criminelle, vous affrontez des conséquences. Présentez-vous pour commencer vos sentences dans les 30 jours. La séance est levée. Le marteau tomba une dernière fois. Jerry observa pendant que ses parents étaient emmenés par leurs avocats. Connie pouvait à peine marcher. Ray bougeait rigidement, son visage un masque de fureur. Tyson cria quelque chose que Jerry ne put entendre. Aucun d'eux ne le regarda. Jerry se leva et sortit de la salle dans le matin de mars. C'était fini. 2 semaines plus tard, Jerry et Laney se tenaient devant une petite maison de l'autre côté de Maple Ridge. Ce n'était rien de fantaisiste. 2 chambres, un jardin clôturé, un garage qui avait besoin de travail, mais c'était à eux. Jerry avait économisé l'argent de la restitution, l'avait ajouté à ses propres économies et avait fait un acompte, un nouveau départ. Laney courut à travers le salon vide. Ses pas résonnant sur les planchers en bois dur, elle bougeait avec un équilibre parfait maintenant, sans hésitation, sans vacillement, juste une enfant de 6 ans normale explorant sa nouvelle maison. « Puis-je choisir ma chambre ?» appela-t-elle. « Vas-y !» Jerry parcourut l'espace, imaginant des meubles, des photos au mur, la vie remplissant ses pièces vides. Dehors par la fenêtre, il pouvait voir un parc à 2 blocs, balançoires et toboggans et herbes ouvertes où Laney pouvait courir. Elle méritait ça, méritait la normalité, méritait une enfance sans être prise dans le dysfonctionnement de sa famille. Son téléphone vibra, un message de Morrison. « J'ai vu que vous avez clos sur la maison. Félicitations. » Jerry sourit et répondit « Merci pour tout. Vous avez fait la partie dure, j'ai juste documenté. » Il rangea son téléphone et regarda autour de sa nouvelle maison. Les 3 derniers mois avaient été brutaux. L'enquête, le procès, l'examen incessant des voisins et des étrangers. Certains pensaient qu'il était brave, d'autres pensaient qu'il était cruel. La plupart ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un enverrait ses propres parents en prison. Jerry se fichait de ce qu'il pensait. Il avait protégé sa fille. S'était assuré qu'elle ait l'opération dont elle avait besoin. S'était assuré que les gens qu'il avait dû blesser affrontent des conséquences. C'était assez... Papa, Laney appela d'en haut. Viens voir. Jerry monta les escaliers et la trouva dans la plus petite chambre, debout à la fenêtre. Elle donnait sur le jardin arrière, herbe envahie, quelques arbres, clôture de privacy autour du périmètre. « Je peux voir tout le jardin d'ici, » dit-elle. « Peut-on avoir un ensemble de balançoires ? Peut-être, on verra. » Elle se tourna vers lui, son visage brillant de possibilités. « C'est une bonne maison. »« Oui, elle l'est. Est-ce que mamie et papy vont venir visiter ?» Jerry redoutait cette question depuis des semaines. Il s'agenouilla à côté d'elle. « À hauteur d'yeux, non. Ma chérie, ils ne viendront pas visiter pendant longtemps. À cause de ce qu'ils ont fait ? À cause de ce qu'ils ont fait ?» Laney réfléchit à ça. Son cerveau de 6 ans traitant les conséquences adultes. « Ont-ils dit pardon ? Non, ce n'est pas gentil. Tu as raison. Ce n'est pas... » Elle enroula ses bras autour de son cou, un câlin serré qui fit mal à la poitrine de Jerry. « C'est ok, papa, on s'a l'un l'autre. » Jerry ferma les yeux et serra sa fille. « Oui, Mapuche, on s'a... » Ce soir-là, après que Laney soit endormie dans sa nouvelle chambre, Jerry s'assit sur le porche arrière malgré le froid. Le jardin était sombre, juste des ombres d'arbres et de poteaux de clôture. Le quartier était calme, sauf pour la circulation distante. Son téléphone était à côté de lui, silencieux maintenant. Ses parents avaient 30 jours pour se présenter en prison. Ray avait déjà commencé à purger sa sentence. Connie était programmée pour se présenter la semaine prochaine. Tyson avait déposé un appel qui irait probablement nulle part. Jerry ne ressentait aucune satisfaction, aucune vindication, aucun triomphe, juste la paix. Pour la première fois de sa vie, il avait posé une limite et l'avait appliquée, refusé d'accepter la maltraitance comme normale, protéger quelqu'un qui ne pouvait pas se protéger soi-même. Ses parents avaient fait leur choix, il avait fait le sien, et il ne s'en excuserait jamais. Jerry leva les yeux vers les étoiles, à peine visibles à travers la pollution lumineuse, et pensa à Laney, dormant en haut, à elle courant sur les terrains de jeu maintenant, sans peur, à la vie qu'il construisait, différente de ce qu'il avait imaginé enfant, différente de la famille qu'il avait voulu,
Mais la leur, un père et une fille, avançant sans les gens qui avaient essayé de les briser, il se leva et rentra, verrouillant la porte derrière lui. Demain, il déballerait des boîtes, accrocherait des photos, ferait de cette maison un foyer. Ce soir, il dormirait dans un endroit où personne ne pouvait lui mentir, lui voler, ou prétendre que famille signifiait accepter l'abus. Jerry vérifia l'année une dernière fois. Elle était roulée en boule avec son dinosaure, respirant doucement, en sécurité. Il alla dans sa propre chambre et ferma la porte. Pour la première fois en 6 mois, Jerry Crowell dormit sans colère, sans tension, sans peur. Juste un père qui avait protégé sa fille à tout prix, et ça, il le savait, était la justice.